Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo réalisée par Loan Huet, étudiante du Master de Finance et Fiscalité Publique Promotion 2023-2024. Cette vidéo, elle l'a réalisée dans le cadre d'un stage qu'elle a effectué au sein de la Cour des comptes auprès du ministère public. Ces travaux ont notamment porté sur l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle dans les travaux de la Cour des comptes et en particulier de ceux du ministère public. Je tiens à remercier très particulièrement les différents intervenants qui ont contribué à cette vidéo que Louane a interviewée, successivement et dans l'ordre d'apparition, Mehdi Guersala, Marie Dussol, Adeline Baldacchino, Serge Barichard et Louis Gauthier. La transformation numérique est un sujet au cœur de la modernisation de l'action publique. Par l'accumulation de connaissances technologiques, les institutions publiques se sont munies d'outils numériques dans le but d'améliorer la performance dans le secteur public, eu égard à ses missions d'intérêt général et de bon fonctionnement du service public. En ce sens, alors que les citoyens les croient austères, les juridictions financières sont en réalité précurseurs de la dotation en outils numériques, notamment au parquet général qui fait partie des organisations les plus avancées. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette vidéo à l'exemple du parquet général près la Cour des comptes qui, par l'usage du numérique, se saisit des questions contemporaines en matière de finances publiques. Il s'agira donc de constater les apports de l'ère du numérique aux missions que le parquet général près la Cour mène au quotidien, mais aussi de nous interroger sur les risques et sur les perspectives qui sont inhérents aux questions du numérique. En effet, si le numérique permet de faire croître les performances d'un service, des questions de souveraineté se posent comme pour toute administration en réalité, et les risques inhérents à l'intelligence artificielle inquiètent de plus en plus au sein de l'action publique. Mais avant de discuter de ce qu'il en est plus concrètement, faisons un point tout d'abord sur les missions du parquet général près la Cour des comptes et a fortiori sur la Cour des comptes en elle-même et sa mission contentieuse. La Cour des comptes est une création napoléonienne, instituée par la loi du 16 septembre 1807 et par le décret impérial du 28 septembre de la même année. La Cour des comptes poursuit 4 missions d'intérêt général: juger, contrôler, certifier et évaluer. Mais c'est essentiellement sa mission de juge qui nous intéresse aujourd'hui, puisque le parquet général, en tant qu'il compose avec les différents parquets financiers des chambres régionales et territoriales des comptes, le ministère public, le parquet général est l'autorité des poursuites dans le cadre du contentieux financier qui s'y tient. Mais donc à quoi sert le contentieux financier? Eh bien sa vocation est de réprimer les infractions financières inscrites dans le Code des juridictions financières. Il semble alors pertinent de rappeler qu'une infraction, dans son acception générale, constitue un précieux témoin des valeurs d'une société, puisqu'elle vise par nature à sanctionner des actes qui sont réputés troubler l'ordre public. Je définirai brièvement l'ordre public par sa finalité ici, en ce que l'État entend préserver dans ce cadre les exigences fondamentales du contrat social implicites et permanentes, car c'est l'assurance d'un ordre minimal qui permet notamment de garantir l'exercice paisible des droits et libertés de chacun. Par conséquent, l'idée de poursuivre puis de condamner des faits juridiquement parce qu'ils ont troublé l'ordre public est ce qui, historiquement, a permis progressivement de mettre fin au cycle de violence perpétuelle motivé par la vengeance que, j'imagine, les pénalistes parmi nous doivent bien connaître. Ces infractions financières, qui sont certes sanctionnées par un ensemble de juridictions de l'ordre administratif, telles que la Cour des comptes ou la Cour d'appel financière, sont issues d'un régime répressif qui est le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics depuis l'ordonnance du 23 mars 2022. Antérieurement, des infractions financières étaient poursuivies devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ce qui implique que le parquet général a déjà pu se saisir d'outils numériques en matière contentieuse, mais il est important tout de même de garder à l'esprit l'existence de cette réforme récente, puisqu'elle emporte avec elle de nouveaux enjeux pour le ministère public près la Cour des comptes. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, je vous suggère de visionner la vidéo de mes prédécesseurs, Méline Dumont et Pierre Brulois, qui traitent de ce sujet sur la chaîne de la professeure Stéphanie Damaret et qui s'intitule Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, puisqu'effectivement, cette réforme a emporté la suppression de la RPP.
En sa qualité d'autorité de poursuite, qui a par ailleurs le pouvoir de déterminer l'opportunité des dites poursuites, le ministère public est de facto le premier garant de l'ordre public financier. Cela signifie que les atteintes qui sont portées à sa connaissance peuvent faire l'objet de l'ouverture d'une procédure contentieuse lorsque des faits lui sont déférés. Afin que cela soit plus clair, je vais vous présenter le cheminement d'une affaire contentieuse du déféré à l'audience publique. Mais il me semble effectivement inutile de développer le déroulé de cette procédure jusqu'au Conseil d'État, qui est, je le rappelle, le juge de cassation des décisions de la Cour d'appel financière. Je m'aperçois au montage que je n'ai pas expliqué pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que il n'y a pas encore eu de pourvoi en cassation depuis la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics et qu'à cet effet, eh bien, il n'y a pas d'intérêt significatif à connaître ce circuit jusque-là, puisque cela n'emporte pas d'intérêt sur le volet numérique. Néanmoins, une présentation du processus contentieux est nécessaire pour comprendre le circuit d'une affaire au parquet et donc son cheminement numérique. Pour faire le point sur le code couleur tout d'abord, en orange, ce sont les actions des personnes extérieures à la Cour des comptes, ici plus particulièrement les autorités de déféré, en bleu celles du parquet général et en vert celles de la Chambre du contentieux. Je rappelle que le rôle de la Chambre du contentieux est d'une part de mener l'instruction permettant de mettre en exergue les responsabilités des personnes ayant éventuellement commises des infractions financières, et d'autre part de juger les personnes mises en cause durant l'audience publique. Je précise que plusieurs sections existent au sein de la Chambre du contentieux, ce qui permet que l'instruction ne soit pas menée par les magistrats faisant partie de la formation de jugement, ce qui est plutôt nécessaire pour garantir le principe de séparation des fonctions. Une procédure contentieuse commence soit au moment du déféré, soit au moment du réquisitoire d'initiative. Le déféré est l'acte par lequel une autorité de déféré saisit le ministère public pour lui demander soit de prendre un réquisitoire introductif dans le cas où le parquet estime nécessaire de poursuivre la procédure contentieuse, soit de directement classer l'affaire si ce dernier ne l'estime au contraire pas nécessaire. Les autorités de déféré sont listées dans le Code des juridictions financières et il existe d'ailleurs un cas dans lequel un citoyen peut déférer des faits au parquet. C'est celui de l'inexécution des décisions de justice. Si le ministère public estime que des faits dont il a eu connaissance constituent du prêt à poursuivre, celui-ci prend un réquisitoire introductif suite à un déféré ou un réquisitoire d'initiative s'il n'y a pas eu de déféré. Suite à la remise du réquisitoire par le parquet à la Chambre du contentieux, cette dernière désigne un rapporteur pour mener l'instruction. L'instruction ayant pour but de déterminer les personnes responsables de la commission éventuelle d'infraction financière, le magistrat instructeur remet ensuite une ordonnance de mise en cause et dépose une ordonnance de règlement. À l'issue du dépôt de cette ordonnance, le parquet a trois options. Demander un complément d'instruction, ce qui nous replace au stade de l'instruction, classer l'affaire ou prendre une décision de renvoi. Et parfois même, le parquet effectue ce que l'on appelle un classement partiel, c'est-à-dire qu'il poursuit certaines personnes inscrites dans l'ordonnance de mise en cause de la Chambre du contentieux et pas d'autres. Si l'affaire aboutit in fine à une décision de renvoi, alors les justiciables visés par cette dernière sont renvoyés devant la Chambre du contentieux. Se déroule ainsi une audience publique durant laquelle le ministère public fait valoir ses réquisitions et les différentes parties sont entendues et à l'issue de laquelle la formation de jugement de la Chambre rend un arrêt débouchant sur d'éventuelles sanctions. Je précise que le ministère public peut, à tout moment avant l'audience, verser des pièces et ainsi prendre des réquisitoires supplétifs si des nouveaux éléments impactent la mise en cause de la responsabilité financière d'un gestionnaire public, ce qui peut éventuellement impliquer plusieurs navettes entre le parquet général et la chambre du contentieux, ce qui, in fine, complexifie le circuit d'une affaire contentieuse. Comme vous pouvez le constater, la procédure contentieuse peut être longue et complexe, ce qui peut laisser présager la nécessité de se doter d'outils numériques efficaces pour faciliter ce processus. En outre, le contentieux n'est pas l'exclusive mission du parquet général. Ainsi, il conviendra d'introduire, avant l'intervention de chaque participant, une explication des missions qui correspondent à ce dont il parle. J'en profite pour remercier les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions dans le cadre de cette vidéo, à savoir, dans l'ordre normalement d'intervention, Monsieur Mehdi Garsala, directeur du numérique et des données, Madame Marie Dussol,
substitut générale au sein du parquet général près la Cour, Madame l'adjointe à la chef de service administratif du parquet, qui a souhaité rester anonyme et qui participera à cette vidéo au format podcast, et ainsi que la juriste au sein du parquet général qui est essentiellement chargée de la plateforme de signalement, qui a décidé également de figurer au sein de cette vidéo sous le format podcast. Je remercie également Madame Adeline Baldacchino, avocate générale au parquet, Monsieur Serge Barichard, premier avocat général au parquet, et enfin Monsieur Louis Gauthier, procureur général près la Cour des comptes. Coordonner les métiers du numérique avec ceux des juridictions financières et perspectives en matière d'intelligence artificielle, présentation de l'intervention de Monsieur Mehdi Garsala. La Direction interministérielle du numérique, plus communément abrégée en DINUM, est un service du Premier ministre qui accompagne les ministères dans leur transformation numérique. En conséquence de cela, M. Mehdi Garsala, qui est le directeur du numérique et des données, travaillant au sein du centre d'appui métier de la Cour des comptes, m'a semblé être un interlocuteur incontournable. Je le remercie donc vivement pour son intervention au sujet de la coordination entre les métiers propres au numérique et ceux propres aux juridictions financières, ainsi qu'en ce qui concerne les perspectives concernant par exemple l'intelligence artificielle. Ma première question, ce serait comment coordonner les métiers du numérique avec ceux des juridictions financières pour élaborer les outils numériques pertinents? Ce qu'on a commencé à faire quand on a créé la direction du numérique et des données, donc il y a 1 an et demi à peu près, c'est d'abord dans notre feuille de route, dans notre stratégie, le fait d'être vraiment tourné vers les utilisateurs, d'être centré sur les utilisateurs. Et donc effectivement, ça pose cette question de l'adaptation de nos outils aux besoins. Et on a créé un nouveau département qui s'appelle expertise, conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ce département a plusieurs missions, mais il est vraiment tourné vers les utilisateurs. Et on a créé ce qu'on appelle une maîtrise d'usage. Donc c'est, on va dire, un 3e terme par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir: maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, le commanditaire, on va dire, d'un projet, la maîtrise d'œuvre, celui qui le réalise. On a mis en place cette 3e entité, ce 3e concept qui est la maîtrise d'usage. Et en fait, concrètement, c'est quoi la maîtrise d'usage? C'est presque 200 utilisateurs au sein des juridictions financières qui ont été tous identifiés, sollicités, et auprès de qui on va se tourner dès qu'on a un concept, qu'on veut tester une ergonomie, qu'on veut tester un outil, qu'on veut leur faire eux tester des choses, exprimer des besoins. Et voilà, donc on en a 200, on ne sollicite pas les 200 à chaque fois, ça nous permet justement de tourner et de ne pas leur prendre trop de temps. Et parmi ces 200, il y a quelques utilisateurs, on va dire, experts sur certains sujets, et on s'appuie vraiment sur eux pour être sûr que les outils qu'on développe sont bien adaptés à leurs usages, à leurs contraintes, à leur métier. Voilà. Mais c'est une gageure, mais pour l'instant, ça commence à porter ses fruits véritablement. Je voulais savoir aussi si vous aviez reçu une formation en matière de juridiction financière pour cerner les besoins des agents des juridictions financières, ou si eh bien, c'est à partir de vos échanges avec eux que vous êtes parvenu finalement à développer peut-être une certaine expertise. Alors les deux. Comme n'importe quel nouvel arrivant dans les juridictions financières, on a 2 sessions par an qui durent 2 semaines, qu'on appelle donc sessions de formation, donc ce qu'on appelle session d'accueil. Pendant 2 semaines, on va être formé avec l'ensemble des nouveaux arrivants du semestre, en gros, sur les métiers des juridictions financières. Alors après, il y a des parcours plutôt CRC et des parcours plutôt chambre de la Cour. Mais on a vraiment les fondamentaux pendant cette session d'accueil qui permet d'appréhender tout de suite et très vite les métiers des juridictions financières. Et puis après, c'est vrai que mes fonctions de directeur du numérique et des données, qui sont assez transversales en fait, puisqu'il y a du numérique presque partout, ne serait-ce que parce qu'il y a des ordinateurs pour tout le monde, et voilà, mais des outils font que je suis obligé, et mes équipes aussi sont obligées, de monter en compétences assez vite sur des processus métiers bien particuliers, avec le parquet sur la plateforme de signalement, avec
le service du rapport public quand il s'agit de parler de programmation ou de gestion des feuilles de style. Enfin voilà, on est obligé de rentrer dans ces métiers-là plus en détail au fur et à mesure des projets. D'accord, je vous remercie. Et enfin, une dernière question un petit peu prospective. Quelle perspective concernant l'intelligence artificielle et les juridictions financières? Ah, c'est un vaste sujet. Alors, avant de parler des perspectives, peut-être parler de ce qu'on fait déjà. L'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité hein, dans les juridictions financières sur, on va dire, au moins 3 axes. Le premier axe, c'est qu'on utilise déjà l'intelligence artificielle dans nos contrôles. Notamment au sein de la direction du numérique et des données, il y a un département qui s'appelle Analyse et sciences des données, qui est comment dire, fourni avec 13 data scientists. Et chacun de ces data scientists est capable d'écrire des algorithmes d'intelligence artificielle et ils le font dans le cas des contrôles. On fait par exemple de la compréhension automatique de texte ou de l'analyse de langage. On a pu analyser les tweets des usagers d'une ligne de RER pour en recueillir par exemple les principaux motifs de plainte ou analyser tout le corpus des publications en intelligence artificielle justement quand il y a eu le rapport sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle. On fait de l'apprentissage machine, donc du machine learning. On fait du clustering, donc on a vraiment des outils, des algorithmes de traitement de données qui sont assez avancés et qui nous permettent d'obtenir des résultats pertinents, de haut niveau. Voilà, et ça on le fait depuis des années. Le deuxième axe sur lequel on peut parler d'intelligence artificielle, il est dans l'autre sens, si je puis dire, c'est la façon dont on contrôle les intelligences artificielles des services publics qui sont nos contrôlés. Donc là, ça c'est plus récent, mais déjà sur l'année passée, notamment sur l'impulsion de la première chambre de la Cour qui a, dans sa programmation, mis pas mal de sujets autour des algorithmes et des SIA. On a pu donc accompagner ces équipes sur l'analyse de l'algorithme de détection de la fraude fiscale des particuliers, par exemple, et plus récemment, un contrôle qui évalue le degré de confiance, et notamment là, l'équipe de contrôle a élaboré une grille d'analyse de la maturité en termes de confiance sur les SIA de certains ministères. J'en dis pas plus parce que le rapport n'est pas encore sorti, mais il y a plus d'une vingtaine de systèmes d'intelligence artificielle qui ont été analysés et évalués par la Cour des comptes. Et le troisième volet sur l'IA, c'est réfléchir à la façon dont l'intelligence artificielle peut vraiment s'insérer dans notre quotidien, nous, d'agents des juridictions financières, et améliorer notre performance. Voilà. Donc là, on a un incubateur à la direction du numérique et des données. Cet incubateur a travaillé sur un premier prototype d'intelligence artificielle générative, donc de janvier à mai 2024. Donc ce prototype est maintenant opérationnel. C'est une IA générative qui est souveraine, qui est sécurisée, qui nous permet de travailler donc avec des documents de contrôle. Et on est en train de tester ce que ça peut apporter dans nos métiers. On a identifié une vingtaine de cas d'usage. Pour l'instant, on a surtout exploré celui de la synthèse de documents, mais il y en a bien d'autres qui vont être explorés très prochainement. Donc on regarde ce que ça peut apporter, on regarde aussi les questions que ça pose. Et donc là, il y a vraiment une stratégie IA qui est en train d'être mise en œuvre, et on parle des perspectives. Donc les perspectives, c'est la finalisation et la diffusion de notre stratégie IA, notamment avec ses modalités de gouvernance, en particulier un comité d'éthique qui devrait voir le jour pour réguler aussi nos propres pratiques sur l'intelligence artificielle. Droit de communication des juridictions financières, le parquet général garant du droit et de la procédure. Une intervention de Marie Dussol, substitute générale au parquet. Pouvez-vous peut-être me parler du droit de communication au sein des juridictions financières et cela en lien avec peut-être des problématiques numériques? Oui, tout à fait. Alors l'accès aux données, c'est un élément fondamental pour les juridictions financières, car les données constituent la matière première qui nourrit leurs travaux. Dans le langage des juridictions financières, on appelle ça, comme vous l'avez mentionné, le droit de communication. Il est garanti par le Code des juridictions financières
et il s'étend à tout document, données et traitement, y compris s'ils font l'objet d'une protection particulière, par exemple s'il s'agit de données personnelles ou de secrets protégés par la loi. Alors aujourd'hui, cet accès à la donnée, il s'effectue dans un environnement qui est de plus en plus complexe, tant sur le plan juridique que technique, ce qui suppose une vigilance renforcée de la part des équipes de contrôle. Ça peut aussi être une opportunité avec, par exemple, le recours à l'intelligence artificielle pour exploiter les données ou voilà, renforcer les modalités d'exercice de ce droit de communication et, in fine, améliorer la qualité des travaux qui sont menés. Dans ce contexte, le parquet général joue pleinement son rôle de garant du respect du droit et des procédures, notamment lorsqu'il accompagne les équipes de contrôle et qu'il rend ses conclusions sur leur rapport. En outre, le parquet général est associé à la rédaction des textes législatifs et réglementaires qui doivent permettre à la fois de garantir et de sécuriser l'exercice du droit de communication et qui doivent permettre aussi d'améliorer les procédures en interne. Alors, je vais vous donner un exemple. Si la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes ont le statut de tiers autorisé au sens du RGPD, ce qui leur donne des prérogatives étendues, elles n'en doivent pas moins mettre en place des procédures internes pour s'assurer du respect des principes qui sont fixés par ce règlement européen, notamment ceux de minimisation ou de limitation des finalités pour lesquelles les données sont collectées. C'est ce que prévoit la loi du 21 mai 2024 qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique et en application de laquelle la Cour devra prochainement créer une autorité de contrôle interne du respect du RGPD. Et le parquet général sera associé à la création de cette autorité. La numérisation du service administratif au parquet général près la Cour des comptes depuis la crise de Covid-19. Intervention de l'adjointe à la chef de service administratif du parquet général. L'intervention de l'adjointe à la chef de service administratif du parquet est centrale pour comprendre concrètement l'usage qui est fait du numérique au parquet. Cette prise de parole est très complète pour véritablement faire le lien entre possibilités numériques et fonctionnement normal des métiers du parquet et par extension leur transformation actuelle et future. Je précise aussi, parce qu'il en sera question tout à l'heure, que le parquet général est un service certifié qualité, c'est-à-dire qu'il répond aux exigences de la norme internationale ISO 9001, démontrant ainsi qu'il veille à la qualité de son service et de ses productions, en s'inscrivant dans le respect des textes qui instituent ses missions. Cette démarche de management par la qualité est tracée, ce qui pourrait permettre d'intégrer la mesure de la performance qualité du fait de certains processus qui sont permis par le numérique. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une première question. Quel est l'historique de l'usage du numérique au parquet, notamment depuis la crise Covid-19, et comment cette dernière a-t-elle eu un impact sur l'organisation du service et la façon de travailler de ses membres? Et également, quelles questions se sont posées en amont, notamment sur la nature des outils numériques, selon les cas d'usage par exemple? La numérisation du parquet général est vraiment le fruit du Covid-19 quelque part. Pendant le confinement, comme beaucoup d'organisations publiques, on a été obligé de basculer d'un fonctionnement très papier à un fonctionnement complètement numérique, quasiment de bout en bout. Antérieurement, on utilisait des parapheurs papier avec un circuit de visa papier qui passait effectivement de niveau hiérarchique à niveau hiérarchique pour leur validation et leur signature. Avec le confinement, il a été nécessaire de numériser. Alors dans un premier temps, en fait, c'était des envois de messagerie, de mails à différents interlocuteurs et différents niveaux de responsables pour viser. Et à l'orée, à la fin des confinements, il y a un fonctionnement un petit peu hybride entre le papier toujours et le numérique, parce qu'il y a des contraintes de présence physique au sein du parquet général. Et donc à partir de janvier 2021, il y a vraiment une réflexion sur comment, avec les problématiques Covid, et avec après les problématiques liées à la mise en place du télétravail pour les équipes administratives, comment faire en sorte d'avoir des outils qui permettent d'avoir une traçabilité et un pilotage de l'activité le plus performant qu'il puisse être. Donc on a
une réflexion avec la direction du numérique qui nous a assisté et nous a proposé comme solution technique d'utiliser SharePoint qui permet effectivement de la création du document quasiment jusqu'à sa signature, de pouvoir avoir une traçabilité, de pouvoir documentaire et donc de pouvoir aussi modifier les documents, de savoir qui les a modifiés, quand. Donc c'est vrai qu'on gagne beaucoup en termes de traçabilité et de pilotage de la production, parce qu'on produit quand même beaucoup de documents papier, enfin de documents. Et donc ça nous permet effectivement de pouvoir avoir le suivi et l'évolution du traitement de chaque document qui est généré au sein du service et par les ASG et par les gestionnaires administratifs. Donc voilà, SharePoint a été vraiment le pivot. On l'a paramétré, il a été paramétré spécifiquement pour le parquet général pour pouvoir générer des flux de visa pour tout ce qui est effectivement relecture donc, de documents et un flux signature pour à la fin valider le document. Donc qui permet aussi d'avoir un système de relance, ce qui évite le phénomène du parapheur, enfin des montagnes de parapheur. Donc chaque ASG a effectivement des documents qu'il rédige, les transmet au gestionnaire administratif pour mise en forme et justement pour qu'il génère ce flux de visa, et le flux de visa qui concerne le premier avocat général et le procureur général et bien sûr le service administratif, donc la chef de service et moi-même en amont pour être sûr que tout est bien conforme aux attentes en termes de forme et de fond. Et une fois ce circuit est réalisé, le procureur général ou le premier avocat général nous donne son visa, enfin en tout cas sa signature, et nous apposons une signature dématérialisée, la chef de service et moi-même, sur l'ensemble des documents qui ne sont pas de l'ordre du contentieux. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette recontextualisation très claire et très complète. Le parquet général étant certifié qualité, je voulais savoir si vous pourriez éventuellement témoigner des impacts du numérique sur la qualité du service. Par rapport effectivement à ce que j'évoquais tout à l'heure, un des points cardinaux de la qualité, c'est vraiment la traçabilité et le pilotage du système. Et le fait d'avoir effectivement cette numérisation, en tout cas d'avoir ce SharePoint, nous permet à tout moment de savoir où en est, quel est le statut finalement des documents produits par le parquet. Donc ça améliore la fluidité et surtout ça permet de pouvoir concilier le travail à distance et le travail en présentiel, et ça permet une meilleure coordination. Donc effectivement on a gagné en qualité de travail et aussi par rapport à notre démarche qualité, parce que tout est vraiment tracé. Et d'ailleurs les dernières certifications qu'on a pu recevoir mettaient en avant comme un point fort le fait d'avoir dématérialisé la chaîne de traitement documentaire. Merci. Je voulais savoir si justement l'intégration du numérique dans les professions du parquet avait posé problème, s'il avait fallu éventuellement se former pour justement utiliser les outils numériques que vous nous avez exposés jusque-là. Alors initialement, effectivement, l'équipe d'avocats et substituts généraux a beaucoup évolué. Les méthodes un peu traditionnelles, on va dire, de travail très papier étaient appréciées de l'équipe que j'ai pu connaître au début de mon arrivée au parquet. Les mouvements les mobilités ont fait qu'effectivement on a affaire à des avocats et substituts généraux qui sont naturellement, qui ont en tout cas une connaissance du numérique plus poussée sur les outils bureautiques, donc il n'y a pas eu de difficultés particulières. On a fait des pas à pas en tout cas pour pouvoir expliquer à chacun où il fallait enregistrer les documents, en tout cas pour les ASG, et au niveau des gestionnaires, ils sont très... il n'y a pas eu de difficulté, il fallait une présentation du SharePoint, mais ils se sont fait assez vite.
Et maintenant, tout le monde, en tout cas, estime que, voilà, par rapport aux problématiques, au fait que le travail à distance, ça facilite parce que tout le monde a accès à tous les documents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors même si on ne travaille pas pendant toutes ces plages-là, mais en tout cas, ça laisse une liberté d'organisation que voilà, les gestionnaires apprécient également. Donc il n'y a pas eu de formation, pour répondre à votre question très précise, de formation spécifique, un accompagnement, des outils avec des pas à pas pour expliquer en fait quelles étaient les différentes démarches, et une fois que les personnes, en général, au bout de 2-3 fois, elles s'y sont faites et c'est rentré dans la norme. Et vous diriez que la formation à titre personnel que vous avez suivie en matière de numérique a servi justement à bénéficier au service ou... En fait, effectivement, dans le cadre du diplôme que j'avais suivi juste avant de rentrer au parquet, d'intégrer le parquet, diplôme universitaire, diplôme universitaire du contrôle en environnement numérique. J'avais déjà eu des expériences de conduite de projet de système d'information. Ça a permis de consolider mes savoirs que j'avais pu apprendre de manière un petit peu empirique. Donc ça m'a aidé à avoir vraiment une vision de la conduite du projet de système d'information plus précise, mieux documentée. Une vraie insistance justement par rapport, parce que j'en ai pas encore parlé, mais en termes de numérique, au projet relatif à la plateforme de signalement, et je crois qu'une autre personne en parlera plus longuement, mais sur les aspects RGPD, ça a été vraiment, en tout cas pour moi, une vraie découverte en fait de cette réglementation européenne. Et ça m'a permis, en tout cas au mieux, quand on a dû réfléchir effectivement sur le déploiement d'un outil qui permette de pouvoir réceptionner tous les signalements des citoyens, d'être conforme aux attentes RGPD et toutes les approches qui concernaient également les problématiques de sécurité informatique. Une très grande sensibilisation avait été faite dans le cadre de ce diplôme, et le travail en lien avec la direction du numérique et des personnes extérieures qui sont spécialisées dans les systèmes, dans le paramétrage du système d'information et surtout la sécurité informatique. Donc ça m'a effectivement permis de découvrir tous ces sujets. Merci. Et sur la mission contentieuse du parquet général, est-ce que vous pensez que le numérique constitue une garantie du bon déroulement de cette procédure et ou implique un ou des risques, difficultés en la matière? Sur le contentieux, malheureusement, à ce jour, c'est un pan de notre activité qui ne peut pas encore faire l'objet d'une numérisation intégrale pour une raison en fait, de valeur probante de la signature numérique qui pour l'instant n'est pas disponible au niveau des juridictions financières, mais qui devrait, en tout cas la direction numérique dans son schéma directeur, un projet dédié à avoir une signature numérique. Cependant, on peut voir que le Conseil d'État, enfin en tout cas les juridictions administratives, utilisent un logiciel qui s'appelle Télérecours, qui effectivement est plutôt est performant et permet justement de gérer les problématiques de la sécurité informatique sur la procédure de manière satisfaisante. Et donc au niveau du parquet général, on appelle de nos voeux une adaptation au sein des juridictions financières d'un outil à peu près similaire qui pourrait permettre, parce qu'actuellement on a beaucoup de difficultés avec le greffe contentieux rencontre des difficultés au vu des volumes des pièces qui sont à traiter, et donc on pourrait espérer qu'avec effectivement un système d'information dédié qui permettrait de faire des cotations de pièces plus aisément et un outil pour gérer la procédure comme Télérecours, on pourrait effectivement avoir une procédure contentieuse insécurisée, parce que Télérecours répond à tous les critères d'attente par rapport au décret, au RGPD et en termes de sécurité informatique.
la réactivité aussi par rapport aux justiciables et par rapport aussi à la juridiction, donc aux différentes juridictions. Donc c'est vrai qu'on appelle de nos voeux le déploiement d'un logiciel à peu près identique pour les juridictions financières. Merci beaucoup. Sur un aspect peut-être axé chambre régionale et territoriale des comptes, pour bien fonctionner, le ministère public a besoin de coordonner le parquet général et les parquets financiers. Je voulais savoir un petit peu comment vous procédiez et si le numérique a justement constitué un enjeu majeur en la matière et si ça avait facilité éventuellement la communication parquet général et parquet financier. Alors c'est vrai que traditionnellement, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs canaux de discussion. Les procureurs financiers et le parquet général, et en tout cas le procureur général et le premier avocat général, avaient des modes de discussion assez directs, et en passant par le substitut général en charge des relations avec justement les ministères publics, qui était la courroie de transmission des informations. Alors c'est vrai que ça se faisait beaucoup, et ça se fait encore beaucoup par messagerie, par téléphone. Dans le cadre du projet stratégique MP Demain, une action spécifique dédiée, je crois que c'est la numéro 31 si je ne me trompe pas, est justement là pour répondre à des attentes différentes. Premièrement, d'avoir une base documentaire accessible justement pour avoir de l'information commune qui permette au PF de pouvoir réfléchir ensemble sur des cas qui sont similaires ou approchants et d'avoir ainsi des positionnements harmonisés. Et d'avoir une mallette des nouveaux arrivants avec tous les documents dont auraient besoin les nouveaux arrivants au sein du ministère public pour y avoir accès. Et troisièmement, d'avoir des outils de recherche documentaire un peu plus efficaces, un peu plus pointus, spécifiques pour les besoins des ministères publics, axés principalement sur les conclusions. Donc pour répondre à ce besoin, une réflexion a été menée que je co-anime avec M. Echen qui travaille sur le sujet depuis longtemps, donc un PF qui est ministère public Occitanie, sur un outil informatique. Alors on a choisi comme technologie un wiki, donc c'est un peu comme ce que vous avez pour Wikipédia, mais qui serait adapté aux besoins du ministère public, qui permettrait effectivement de pouvoir que chacun puisse intervenir pour avoir une documentation qui soit mise à jour et que chacun intervienne, parce que l'un des écueils des précédentes propositions, c'était le caractère un petit peu, pas très vivant en fait, de ce qui était déversé sur les espaces partagés SharePoint, qui était très statique. Là, on a changé d'état d'esprit et on souhaite que chacun soit contributeur, comme sur un environnement Wikipédia, et avec des documentations de base et avec une mémoire quelque part qui serait celle des productions et des réflexions des procureurs financiers et qui permettent ainsi d'avoir une mémoire commune pour toutes les personnes qui rentreraient, les nouvelles personnes qui rentreraient au sein du ministère public. Donc le projet devrait aboutir normalement fin 2024. Un premier prototype a été présenté dans le cadre des journées des procureurs financiers au mois de juin. Ils étaient plutôt satisfaits de la version bêta. Et donc on continue à travailler sur ce point en lien aussi avec la DNUM et la direction du numérique et la direction de la documentation pour tout ce qui est archivage. Merci pour la mise en exergue de ce nouvel outil, ou en tout cas cet outil en devenir dans un style Wikipédia qui me semble effectivement très intéressant. Peut-être une dernière question pour la route. Quelles perspectives numériques pour l'avenir ? Alors les perspectives numériques pour l'avenir du parquet général sont relativement nombreuses, puisque dans le schéma directeur du numérique 2024-2025, il a été proposé à peu près 15 soit adaptation de logiciels, soit nouveaux logiciels, et que directement ou indirectement, le parquet général est touché sur à peu près 9 projets. Donc en général, on est toujours convié au groupe de travail, de la réflexion, parce qu'il faut adapter, on a des besoins très spécifiques au sein du ministère public et du parquet général également. Et donc on y est associé. Donc voilà, c'est la mise en place toujours de JF 2025
et de ce schéma directeur en espérant effectivement que tous les projets aboutissent en temps et en heure pour faciliter encore le travail de nos équipes. Présentation de la plateforme de signalement par la juriste en charge du traitement des signalements. Autrefois, les citoyens pouvaient signaler au ministère public la commission d'éventuelles irrégularités commises par des organismes entrant dans le périmètre de contrôle des juridictions financières, et ce exclusivement par courrier. Mais cela, c'était avant la récente création de la plateforme de signalement, qui est une plateforme en ligne, intégralement gérée par le ministère public. Je vous laisse donc quelques instants avec la présentation de cette plateforme qui a été réalisée par la juriste en charge du traitement des signalements au sein du parquet et que je remercie chaleureusement pour son intervention. Une des actions de JF 2025 prévoit la création d'une plateforme de recueil des signalements des citoyens, éventuellement lanceurs d'alerte, et des personnes morales. Ces signalements peuvent viser tous les types d'irrégularités au sens large, concernant tous les organismes susceptibles d'être contrôlés par les juridictions financières. Les signalements peuvent être adressés aux chambres thématiques de la Cour des comptes, à la Chambre du contentieux, aux chambres régionales et territoriales des comptes ou, le cas échéant, à d'autres autorités compétentes selon la compétence de chacun. La plateforme est conforme au RGPD. Les signalants peuvent choisir de s'identifier ou de déposer des signalements de manière anonyme. La plateforme dispose d'un dispositif de messagerie qui permet de dialoguer le cas échéant avec eux pour leur demander des précisions ou des pièces complémentaires. Les problématiques les plus souvent signalées relèvent des domaines des marchés publics ou des ressources humaines. L'intérêt des signalements est variable. Certains d'entre eux peuvent constituer des signaux faibles, venant nourrir l'analyse des risques des chambres thématiques de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes afin d'affiner ou d'aider à leur programmation sur plusieurs exercices. D'autres peuvent correspondre à des signaux plus forts, susceptibles aussi bien de nourrir la programmation de ces chambres à court terme ou de donner lieu à une saisine de la chambre du contentieux près la Cour des comptes. Existe, en plus de la plateforme de signalement, la plateforme citoyenne de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. Ces plateformes sont différentes. La plateforme citoyenne permet aux citoyens de proposer des thèmes de contrôle et d'enquête sur les juridictions financières durant les campagnes définies par les juridictions financières. Souveraineté et sécurité numérique, politique de poursuite et perspectives d'avenir du parquet général près la Cour des comptes, les interventions d'Adeline Baldacchino, avocate générale, Serge Barichard, premier avocat général, et Louis Gauthier, procureur général près la Cour des comptes. Terminons par des interventions à la fois contentieuses et plus prospectives, à savoir la politique de poursuite du parquet général au regard du numérique et les questions très générales de la souveraineté numérique et de la place actuelle et ou future de l'intelligence artificielle. Bonjour Monsieur le procureur général, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de cette vidéo. Très heureux de répondre à ces questions. Le numérique a envahi nos vies privées et professionnelles depuis maintenant longtemps et le parquet s'est adapté à cette révolution qui lui est effectivement utile, à la fois par des applications, par des portails. Toutes les pièces à l'appui des rapports, ce qu'on appelle les DLR, sont désormais dématérialisées. Donc l'administration de la preuve est très largement constituée de dossiers dématérialisés. On peut utiliser pour les arrêts ou pour les réquisitoires des banques de données qui permettent d'avoir d'une certaine manière des éléments rédactionnels qui sont prêts. Nous avons mis en place avec l'intégration du ministère public à la Cour et le fait que désormais tous les procureurs financiers m'assistent dans ma fonction contentieuse, un portail qui permet, où chacun a accès, où on peut déposer des pièces, les consulter et échanger très, très largement. La dématérialisation évidemment du greffe. Donc voilà, c'est désormais un univers de travail quotidien, régulier, habituel. Alors, quel défi lié à la nécessaire dotation d'un cloud souverain? Alors, il y a plusieurs natures de défis. Il y a d'une part des défis de nature technique, mais ça ne m'appartient pas tellement d'y travailler directement, parce qu'on a une direction justement du numérique
qui s'y consacrent. Il y a en revanche des défis de nature plus politique en réalité, qui sont ceux qui ont une importance pour nous, puisque l'idée d'un cloud souverain, c'est qu'il s'agisse d'un endroit où on peut stocker des données, des informations, sur un territoire soumis à des exigences particulières en termes de conformité en fait, et de législation. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est une préoccupation préalable quand on s'interroge sur la possibilité de mener des projets en IA, puisqu'il est impossible d'envisager de nourrir des plateformes qui seraient abritées sous le couvert de législation étrangère, d'informations sur lesquelles elles auraient ensuite complètement la main. Et donc évidemment les modèles de langage, comme on dit, les plus connus, tout ce qui peut être ChatGPT, Gemini, etc. Pour nous c'est un problème de mettre dessus, pour les exploiter, des données évidemment confidentielles. Donc le préalable à toute action d'IA, c'est pour nous effectivement de disposer d'un espace sur le cloud souverain, soumis aux règles de droit européennes et françaises en particulier, et qui nous garantissent en fait essentiellement la confidentialité la plus totale des données qu'on pourrait être amené à charger dans la machine, si l'on veut, pour pouvoir les exploiter ensuite ou en retirer des fruits, un certain nombre de types d'utilisation qu'on appelle des cas d'usage. Quels sont les risques éventuels que vous auriez pu identifier, notamment en matière de sécurité, concernant les différents outils numériques à la fois futurs mais également présents? Je pense qu'il y a un problème de sécurité lié à la collecte et surtout à la conservation des données. On est dans un domaine, que ce soit le secret de l'instruction, que ce soit même simplement le secret lié à certaines pièces, et indépendamment de la question contentieuse du traitement de données qui sont protégées par des secrets de la loi, le secret de la défense nationale ou des secrets professionnels. Donc on a beaucoup de matières qui impliquent à la fois la protection des données personnelles, mais aussi la protection de données qui font l'objet de classifications particulières, que ce soit pour les rapports d'enquête ou que ce soit évidemment dans le domaine contentieux où les affaires, et notamment à notre niveau des poursuites, sont protégées par le secret de l'instruction. Donc c'est vrai qu'on a une attention qui est nouvellement portée sur ces sujets, la création d'une direction du numérique au sein de la Cour, mais aussi d'une certaine manière des interrogations nouvelles qui viennent des contrôlés eux-mêmes, qui sont attentifs à ce que les obligations que la législation, notamment la législation européenne, leur impose, soient les mêmes que respecte la Cour par ses moyens quand les informations sont transmises de manière notamment dématérialisée. Et donc c'est un peu une chaîne du froid. S'il y a une rupture dans la chaîne du froid, il y a un risque d'exposition des données. Donc ça c'est nouveau, on le voit notamment avec les grosses administrations, la DGFiP, la Banque de France, la Caisse des dépôts, qui ont ce type d'interrogation, parce qu'évidemment, dans ces domaines, que ce soit le domaine fiscal ou le domaine bancaire, il y a des niveaux de protection très élaborés de leur système. Donc on y travaille effectivement beaucoup. Je pense d'ailleurs, moi je suis un peu à l'initiative de cette proposition, que quelque part la Cour devrait travailler dans les mêmes conditions qu'un opérateur national de la statistique, ne serait-ce que parce qu'elle conserve beaucoup de données, ne pas avoir à les détruire et pouvoir éventuellement les réexploiter après. Et donc là, ça impliquerait des reconnaissances, y compris juridiques, quant au statut de la Cour, pour conserver des données au-delà de ses contrôles, pour pouvoir procéder, notamment dans le cadre des évaluations des politiques publiques, à des recoupements de données. Voilà, donc je pense que toute cette question, que ce soit de la sécurité par rapport à des attaques externes, que ce soit l'exposition au risque si elles étaient mal protégées des données, ou que ce soit pour aller plus loin, un rôle que la Cour pourrait se voir attribuer juridiquement
de pouvoir conserver des données pour les retraités. Voilà, ce sont des évolutions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je me souviens, comme président de la 3e chambre, que on a ici ce qu'on appelle un centre d'appui métier, et que dans le cadre du Covid, on avait voulu faire une enquête sur la vie étudiante au moment du Covid, et qu'à un moment, on m'avait présenté un sondage avec des questions qualitatives qui étaient adressées à des étudiants. Et je me suis interrogé sur la base de données, les mails qui allaient être utilisés. Et c'était des mails qui avaient été utilisés pour une ancienne enquête Parcoursup. La législation nous obligeait de ne pas réutiliser les mails qui avaient été utilisés pour une enquête. C'était quelque chose qui avait été constitué, proposé, etc. Vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut travailler de façon à ce que, oui, on puisse conserver des éléments qui sont utiles, notamment à la Cour, mais aux juridictions financières, dont vous savez que les missions se développent en matière d'évaluation des politiques publiques, y compris des politiques publiques locales. Bonjour Monsieur le Premier Avocat Général, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de cette vidéo sur l'ère du numérique au parquet général près la Cour des comptes. Ma première question, ce serait de savoir si le numérique permet d'orienter plus efficacement la politique de poursuite du parquet. Oui, indéniablement. D'abord, en termes de numérisation même, je dirais de l'organisation du parquet, puisqu'on a numérisé le traitement des actes et puis aussi, je dirais, tout le workflow, pour parler en bon franglais, qui en découle. Et alors ça, ce sont certes des mesures d'organisation, mais qui permettent une plus grande fluidité dans le traitement des dossiers et donc une meilleure efficacité. Par ailleurs, comme tout un chacun, on utilise abondamment les bases de données et les moteurs de recherche. Et puis, cette numérisation nous permet d'avoir une traçabilité et également nous permet d'avoir une exploitation statistique de tout ce que nous faisons, qui font qu'on a un regard, je dirais, général, synoptique, beaucoup plus pertinent. Autrement dit, c'est pas la machine qui détermine la politique de poursuite, c'est pas la numérisation qui la détermine, mais cette numérisation nous permet de traiter de manière plus rapide et plus efficace l'engagement de nos poursuites. À ce jour, pas forcément, mais évidemment, à l'avenir, dans un horizon proche, il devrait le faire. Alors ça dépend, encore une fois, ce qu'on entend par le numérique. Si on entend le numérique au sens le plus large et le plus vaste, qui va de l'utilisation des applications informatiques de base et des moteurs de recherche tels qu'ils sont d'ores et déjà exploités évidemment par la Cour des comptes, en ce sens, le numérique évidemment participe, comme pour toutes les administrations d'ailleurs, et comme pour tous les métiers aujourd'hui, à l'efficacité de notre action. En revanche, si l'on s'intéresse au numérique sous l'angle très particulier, en fait, et lui plus neuf, de l'intelligence artificielle, non, pas encore, parce que c'est une réflexion en cours au parquet général, sous la contrainte que je viens d'évoquer, qui est celle de disposer d'une base solide en termes de confidentialité et donc d'un espace sur un cloud souverain. Mais ce sont des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment même, mais qui n'ont pas encore abouti. Et donc aujourd'hui, par exemple, nous n'utilisons pas du tout d'intelligence artificielle pour rédiger des projets de réquisitoire ou analyser un signalement. Pas encore. J'avais une question aussi peut-être axée plutôt sur la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Dans le cas où une IA n'aurait pas repéré par exemple une erreur dans le cadre de mesures de contrôle interne automatisées, est-ce que vous pensez notamment que nous pourrions en venir un jour à entendre un justiciable se dédouaner de sa responsabilité au motif que cela serait de la faute de l'IA et qu'il y aurait eu un problème dans son mécanisme parce que le professionnel en question, le gestionnaire public en question, méconnaîtrait finalement la manière de fonctionner de l'IA.
Oui, alors la question est pas tout à fait nouvelle. Alors si, elle est nouvelle dans le cadre de l'intelligence artificielle, mais elle n'est pas nouvelle en soi au sens où l'utilisation des logiciels et le traitement automatisé des données dans l'administration a déjà donné lieu à des échanges sur ce genre d'arguments. Par exemple, dans le cadre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, j'ai souvenir d'échanges avec des comptables mis en cause pour le défaut de recouvrement de certaines recettes, qui mettaient en avant le paramétrage des logiciels qu'ils étaient amenés à utiliser pour dire que, par exemple, toutes les diligences n'étaient pas retracées dans l'outil ou que la sortie de telle ou telle preuve matérielle d'une diligence n'était pas possible, n'était pas prévue dans l'outil. Ou en matière de dépenses, dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense, également le fait que le formatage de ce contrôle hiérarchisé faisait que certaines diligences en matière de dépenses n'avaient pas été conduites, mais indépendamment de la volonté de l'action propre du comptable. Le principe de base, c'est que ce n'est pas la machine qui est responsable du contrôle interne et que le gestionnaire public, qu'il soit ordinateur, qu'il soit comptable, reste responsable de ses actes, même par machine interposée, même par logiciel interposé. Alors ceci dit, la question que vous posez est loin d'être inintéressante, notamment en matière d'intelligence artificielle, parce que c'est pas si simple. Quid effectivement d'un paramétrage défaillant ou tout au moins de réponses non adaptées de l'outil d'intelligence artificielle qui aurait induit en erreur le dirigeant, tout au moins la personne mise en cause. Le juge aura forcément à en tenir compte parce qu'il apprécie in concreto l'ensemble des circonstances. Et à partir de là, ce sera à lui de voir également en amont au parquet général dans le cadre de ses poursuites, de voir s'il n'y a pas là circonstances atténuantes, de voir s'il n'y a pas mise en cause directe d'autres personnes, par exemple dans une direction du numérique qui, au sein de l'organisme concerné, serait en cause, ou tout simplement aussi de voir s'il n'y a pas des actions récursoires de la part de la personne mise en cause à mener. En tout cas, c'est une question qui pourra se poser à l'avenir. Votre question elle est à la fois intéressante, à la fois elle se projette loin, à la fois elle ouvre plusieurs tiroirs. On n'est quand même pas aujourd'hui dans une situation où, je dirais, les usages de l'intelligence artificielle sont à ce point développés et normalisés dans les administrations pour qu'on puisse considérer que l'intelligence artificielle se substitue à un travail de vérification humaine. Donc, votre présupposé, c'est qu'on pourrait confier un certain nombre de travail de corroboration, un certain nombre de tâches de vérification, par exemple de l'existence de pièces, de justificatifs, à une intelligence artificielle, et que celui qui est en charge pourrait exciper des défauts de cette intelligence artificielle pour atténuer sa responsabilité. Comme on ne se trouve pas dans des expos pour l'instant confrontés à ce type de situation, c'est difficile de vous répondre, mais je pense que, in fine, quand l'intelligence artificielle va se développer partout, quelles que soient les professions, la responsabilité, in fine, échouera quand même à l'individu en dernier ressort, à celui qui est responsable, que ce soit en matière, je ne sais rien, de médicale, par exemple, pour fonder un diagnostic, ou que ce soit dans nos métiers, d'audit, des comptabilités et de la gestion. Donc on peut voir cet argument qui serait un argument qui viendrait en atténuation de la responsabilité. Et on l'apprécierait, je dirais, un peu en fonction des circonstances de l'espèce, probablement, du niveau de responsabilité, des absences de diligence faites pour vérifier la sécurité de cette intelligence artificielle. Un peu comme, quelque part, on a déjà été amené à le faire au moment de la révolution numérique pour vérifier que des process automatisés ou la dématérialisation des données, in fine quand même,
c'est la responsabilité humaine qui est jugée. Mais voilà, on peut se trouver à devoir apprécier, comme des circonstances atténuantes, le cas que vous évoquez. Alors là encore, ce sont des pistes que l'on va explorer. Aujourd'hui, le sujet ne se pose pas véritablement. D'abord parce que la plupart des dispositifs de contrôle interne que nous contrôlons, que nous auditons plus exactement, donc dans une deuxième phase, sont des dispositifs de contrôle interne fondés sur un certain nombre de méthodes assez classiques, assez anciennes ou plus agiles pour d'autres, mais pas nécessairement encore sur l'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle au sens d'un dispositif de contrôle complet et éventuellement systématique qui se substituerait à l'action humaine sans même que les responsables de cette action comprennent très bien comment ça marche, parce qu'au fond, ça aurait une sorte de caractère de boîte noire un peu aveugle pour eux. Ce genre de situation ne se présente pas véritablement. En revanche, c'est un axe de réflexion parce que, effectivement, pour l'avenir, si l'on imagine une multiplication des cas d'usage, une accélération rapide de l'utilisation de mesures d'intelligence artificielle, y compris pour un certain nombre de points de contrôle, et que, une fois mis en place, éventuellement par des gens très compétents en informatique et en intelligence artificielle, qui est un domaine particulier, ces dispositifs sont ensuite mis à la disposition et à la main de personnels qui ont une formation plus juridique ou plus administrative, mais qui ne savent pas très bien au fond comment ça fonctionne. Effectivement, la question pourrait un jour, en toute hypothèse et de manière, encore une fois, actuellement un peu abstraite, se poser de savoir si un manquement à une obligation de contrôle relèverait de la responsabilité de l'ordonnateur ou du gestionnaire, alors même qu'il se fiait à 100% à un dispositif de contrôle automatisé géré par une IA. Bon. Et en fait, ça nous amène de toute façon, dans le cadre en plus de la réforme du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, à nous poser des questions beaucoup plus fines sur le niveau et la nature de la responsabilité. Donc, une des choses qu'on pourrait imaginer pour l'avenir, même si ça n'est pas encore le sujet, c'est que puisse être mis en cause peut-être dans le futur, disons, un directeur de système d'information ou un directeur du numérique à qui on aurait confié la responsabilité de mettre en œuvre telle ou telle mesure automatisée ou mesure d'IA du contrôle interne, et qui n'aurait pas suffisamment veillé à comprendre ou faire comprendre ce qu'il mettait en place, et finalement se serait appuyé à un moment donné sur un point de départ en laissant un peu, j'ai envie de dire, dériver les choses, tout le monde s'endormant finalement sur une sorte de bonne conscience acquise qui ne garantirait plus la réalité des mesures de contrôle. Donc voilà le type de réflexion qu'on peut avoir à ce jour, parce que évidemment l'enjeu est que l'intelligence artificielle, dans ce domaine comme dans tous les autres en réalité, parce que ça ne fait pas forcément exception, cette question de la responsabilité des gestionnaires publics, mais que l'intelligence artificielle ne conduise pas finalement à se dédouaner de sa responsabilité propre dans la gestion d'un dispositif d'action publique ou d'une politique publique, parce que finalement on aurait une vision un peu scientiste de cette action, en se fiant à des experts qui travailleraient sur des algorithmes, sur des modèles auxquels on ne comprendrait plus grand chose, mais qui permettraient finalement de détourner le regard. Ça, c'est un point de préoccupation important pour nous. Pensez-vous que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait advenir au sein du parquet général près la Cour? Et si oui, en quoi optimiserait-elle le travail des avocats et substituts généraux? L'intelligence artificielle est de toute façon un enjeu à la fois très contemporain et qui va encore prendre
de l'ampleur dans les années, dans les mois même, parce que ça va très vite, et a fortiori dans les années à venir. Et donc le parquet général, parce qu'il est attentif aux évolutions de son environnement, n'est absolument pas imperméable à ce type de réflexion-là. Et évidemment, d'abord il s'y inscrit parce qu'il se demande comment utiliser ce nouveau type d'outil de manière efficace et intelligente, mais aussi parce qu'il se préoccupe de ce que ça va éventuellement modifier dans les approches de contrôle, dans les méthodes d'investigation. Donc le parquet général, évidemment, se pose ces questions-là. À quelle échéance exactement l'IA sera au sein même du parquet en termes de travail quotidien, un outil véritablement intégré? Je ne suis pas tout à fait capable d'y répondre à ce jour, mais je pense que ça va venir en réalité assez vite, plus vite qu'on ne l'imagine parfois. Ça dépend en partie de contraintes techniques, je le disais, qui ne sont pas à notre main, de contraintes aussi tout simplement financières, juridiques, qui font qu'on n'a pas forcément une visibilité qui me permet de donner un calendrier en termes de mois ou de semaines, mais on n'est quand même pas sur un horizon très lointain, on ne parle pas là de 10 ans. Je pense que dans les mois qui viennent, dans les 2 à 3 ans, on aura déjà clairement les prémices d'une utilisation pas nécessairement intensive, mais en tous les cas assez classique et régulière de l'intelligence artificielle, là où elle sera la plus simple et la plus naturelle à mettre en œuvre, qu'il s'agisse de travaux de synthèse de documents, par exemple, ou de résumés qui sont déjà en train d'être testés dans des versions alpha ou bêta par d'autres entités au sein des juridictions financières, qu'il s'agisse d'automatiser des processus de traitement de choses assez simples, par exemple, je pense à l'envoi de tel ou tel type de bordereaux de manière un peu plus systématique pour fluidifier, par exemple, la chaîne de traitement contentieux. À un horizon peut-être un peu plus lointain, moi j'espère beaucoup dans l'utilisation d'une intelligence artificielle qui serait intelligemment, c'est le cas de le dire, entraînée, encore sous conditions de confidentialité, donc cloud souverain, etc., on y revient toujours, mais qui pourrait contribuer à un premier stade d'analyse, par exemple, des très nombreux signalements que nous recevons sur la plateforme que nous avons mise en ligne, et dont une partie est de fait irrecevable pour des raisons matérielles ou juridiques, dont une autre partie représente plutôt ce qu'on va appeler un signal faible parce qu'il manque d'informations solides, de construction logique pertinente. Puis il reste une partie quand même substantielle qui peut constituer un signal fort. Et aujourd'hui, il s'agit d'un traitement tout à fait manuel, enfin intellectuel, mais individuel, fait par des juristes qui s'emparent de chacune des affaires et qui reconstituent toute la chaîne que je viens de dire, en essayant pour chaque cas, en réalité, d'en tirer par exemple la substantifique moelle en termes d'infraction au code des juridictions financières potentiellement constituée par le cas qu'on nous décrit de manière extrêmement basique, parfois en tous les cas très concrète. Et là, on est, me semble-t-il, assez typiquement dans un cas où une intelligence artificielle correctement entraînée pourrait considérablement accélérer le travail en permettant d'opérer ce premier tri et en permettant aux juristes de se concentrer sur l'analyse du fond, du cas d'espèce, de ses particularités et donc de son importance, avec dans ce cas-là une très forte valeur ajoutée. Un autre exemple potentiel serait celui de la pré-rédaction, j'ai envie de dire, d'un réquisitoire ou de tel ou tel acte de nature administrative à partir d'un fond de dossier, ce qui évidemment n'aura, à mon avis, pas avant en tout cas très très longtemps, vocation à se substituer au regard individuel de l'avocat général ou du juriste qui doit travailler sur l'affaire, mais qui, en revanche, comme c'est déjà le cas sur des affaires beaucoup plus simples, au civil ou même au pénal, mais dans des cabinets d'avocats, peut considérablement faciliter la tâche, y compris par exemple en termes de recherche tout simplement de jurisprudence, a fortiori dans un régime
assez neuf, assez jeune, qui peut s'appuyer en partie sur la jurisprudence du passé de la Cour des comptes ou de la Cour de discipline budgétaire et financière, mais qui va surtout se construire à partir d'une toute nouvelle jurisprudence, celle de la Cour des comptes post-2023 et celle de la Cour d'appel financière, voire du juge de cassation quand il interviendra. Et donc on aura une base jurisprudentielle assez modeste dans les premières années, mais qui constitue quand même une référence qui peut être largement exploitable grâce à des outils d'intelligence artificielle. Alors déjà, c'est un chantier qui est ouvert à la Cour, que ce soit du côté du siège ou du côté du parquet, nous y participons beaucoup. Oui, on voit bien comment l'intelligence artificielle peut être utilisée, je dirais dans des phases, par exemple, de tri d'informations, dans des phases de croisement d'informations ou de données, dans le cas même de la rédaction possible d'un réquisitoire, parce qu'une fois que les données brutes auront été signalées. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il serait à la fois logique et raisonnable de considérer que l'intelligence artificielle va se voir assigner des interventions dans des champs relativement spécifiques et limités. On ne va jamais confier à l'intelligence artificielle le process d'analyser et ensuite jusqu'aux propositions, par exemple, de suite, de poursuites contentieuses, précontentieuses, etc. L'intelligence humaine interviendra à d'autres moments du cycle, mais je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut être très utile, ne serait-ce que... Alors pour l'instant, on a une jurisprudence dans le cadre de la responsabilité des gestionnaires publics qui est une douzaine d'arrêts. Bon, et il y a à peu près 100 affaires qui sont à l'instruction pendant devant la Chambre du contentieux. Donc il n'y a pas, je dirais, une mer d'arrêts à confronter, à comparer. Mais peut-être que demain, quand on sera à la recherche d'une jurisprudence ou à la recherche d'un cas d'espèce particulier, l'intelligence artificielle sera effectivement très utile pour aller retrouver en archive voilà, les éléments d'un jugement ou du dispositif d'un arrêt qui serait intéressant de consulter. Voilà. Et on en est quand même au balbutiement de l'IA dans ces domaines, mais ce sont des balbutiements qui impliquent que l'on réfléchisse à la suite où l'intelligence artificielle aura, c'est vrai, dans nos métiers, de fait, de l'importance plus grande. Alors non seulement ça pourrait, mais ça va. Ça va advenir. D'ailleurs, le parquet général figure parmi, je dirais, les entités qu'au sein de la Cour, on demandait à faire partie des premières mesures d'expérimentation données par la direction du numérique en matière d'intelligence artificielle. Et puis on peut imaginer toute une série d'usages. On peut imaginer que l'intelligence artificielle intervienne dans la préparation des actes qu'on est amené à prendre, qu'elle intervienne dans l'analyse que nous faisons des différents moyens juridiques, des situations qui nous sont présentées, y compris dans la définition des poursuites d'ailleurs. Et ça ne peut, à mon sens, que optimiser, rendre plus efficace l'action des avocats et substituts généraux. Alors ceci dit, avec un peu de malignité, puisque je disais tout à l'heure que ce n'est pas la machine qui dirige, après on peut ouvrir toute une série de perspectives. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'ouvrage qui est paru voici quelques années de Yuval Noah Harari sur l'Homo Deus, qui suivait son premier tome sur Homo sapiens. En gros, avec la théorie selon laquelle le vivant, ce ne sont que des algorithmes. Vous et moi, nous serions une série d'algorithmes, y compris les émotions, qui seraient des algorithmes sophistiqués. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie des sciences du vivant, de la chimie biologique, qui de plus en plus sont sur cette ordre d'idée. Et partant, on ne voit pas pourquoi une intelligence artificielle ne ferait pas aussi bien, sinon mieux, en matière d'algorithmes. Donc, à l'avenir, la question, ça pourrait être, y aura-t-il encore des avocats et des substituts généraux? Y aura-t-il encore des humains? Voilà, est-ce que la défense, ce ne sera pas une machine, la question une machine, et puis le juge une troisième machine? Mais là, ça nous emmène peut-être un petit peu loin. Et enfin, l'utilisation de l'intelligence artificielle est-elle l'avenir des institutions supérieures de contrôle, dit ISC?
Et y a-t-il des échanges entre ISC en la matière? Je crois que la question de l'intelligence artificielle dépasse largement la question de l'avenir des ISC ou même des administrations. C'est en tous les cas l'une des grandes questions de l'avenir en général. Et donc là encore, comme le parquet ne peut pas être imperméable à cette réflexion-là, les ISC au sens plus général, les institutions supérieures de contrôle, les cours des comptes, les auditeurs généraux du monde, se posent parce qu'ils vivent dans le monde réel. Ces questions-là, ils seront confrontés, parce que de toute façon, sinon ils seront dépassés, balayés complètement par le réel, et puis par des acteurs concurrents qui seront plus efficaces qu'eux, et puis par des cabinets d'avocats, par des cabinets d'audit, par des évaluateurs qui arriveraient à utiliser des outils qu'ils n'utiliseraient pas. Donc évidemment que l'intelligence artificielle va concerner pas forcément au premier chef, ni prioritairement, mais comme tout le monde, va concerner les institutions supérieures de contrôle externes que sont les ISC. Et il existe heureusement des plateformes de dialogue entre elles, très actives dans ce petit monde un peu discret, mais qui constitue en réalité une vraie diplomatie des institutions supérieures de contrôle, en particulier à travers une grande organisation internationale, si vous voulez, qui est un peu l'ONU des cours des comptes, qu'on appelle l'INTOSAI, c'est l'organisation internationale des SAI, des Supreme Audit Institutions, la traduction anglaise de l'institution supérieure de contrôle. Donc au sein de l'INTOSAI, il y a déjà des groupes de travail qui évidemment s'intéressent à ces sujets-là, et depuis de nombreuses années, ils l'ont d'abord beaucoup fait sous l'angle de l'innovation au sens large. Maintenant, il commence à y avoir un focus évidemment sur la question des IA. Il y a des déclinaisons géographiques de l'INTOSAI. Je pense notamment par exemple à l'Eurosai, où se réunissent les ISC européennes, mais il existe aussi AFROSAI, ASOSAI, etc. Et donc chacune des grandes régions géographiques du monde s'interroge sur ces sujets. Il va exister très prochainement, puisqu'on est en train de créer une plateforme, en réalité existait déjà sous la forme d'un forum des institutions supérieures de contrôle de nature juridictionnelle, mais ça va prendre la forme d'une organisation un peu différente nommée Jurisai, donc un rassemblement des cours des comptes qui ont vocation à faire à la fois un métier d'auditeur et de juge. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Certains auditeurs n'ont pas de capacité directe de sanction. Quand ils découvrent des manquements, ils transmettent à des institutions judiciaires ces éventuelles informations, mais ne peuvent pas les juger ou les sanctionner elles-mêmes. En revanche, c'est notre cas, et c'est le cas d'un certain nombre de quelques dizaines d'institutions dans le monde que nous soutenons et que nous avons vocation, avec nos collègues, par exemple, brésiliens, marocains, italiens, etc., à fédérer. Et donc, Jurisai va aussi s'intéresser, parce qu'en plus, il y aura des enjeux très particuliers. À partir du moment où vous avez une activité juridictionnelle, je le disais, il peut y avoir des avantages supplémentaires aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour gérer ce type très particulier d'actes que sont les actes de nature contentieuse. Jurisai aussi va s'intéresser à ces sujets. Et puis, en regardant ça par peut-être pas le petit bout de la lorgnette, mais en tous les cas l'angle d'attaque qui, moi, m'intéresse aujourd'hui en étant au parquet général, il existe déjà depuis de nombreuses années une sorte de club un peu informel, j'ai envie de dire, des parquets généraux du monde, mais qui va là encore se constituer sous la forme d'un comité permanent des procureurs généraux au sein de Jurisai, avec là encore des enjeux particuliers liés à la question contentieuse, évidemment, pour le suivi de ces thématiques d'intelligence artificielle sur lesquelles, oui, nous avons déjà établi des liens et un dialogue fructueux avec plusieurs grandes ISC du monde qui se posent des questions semblables. Je pense notamment, par exemple, au tribunal fédéral des comptes du Brésil. Et enfin, une dernière petite question. Je voulais savoir si justement ces questions d'intelligence artificielle font l'objet soit de débats, de discussions entre les différentes institutions supérieures de contrôle, donc les ISC. Est-ce qu'il y a des échanges en matière de numérique et plus précisément d'intelligence artificielle? Ouais. En matière de numérique, oui, depuis un bout de temps, puisque toutes les institutions supérieures de contrôle sont amenées à effectuer leur contrôle dans un environnement numérique.
hein. Et ce qui est stratégique déjà, et ce qui le sera encore plus à l'avenir, c'est l'accès aux données et le traitement de ces données, y compris des données de masse. Donc ça, forcément, je dirais que le métier même on va dire de contrôleur, d'auditeur, est considérablement impacté. Et l'intelligence artificielle commence à nourrir les échanges. Alors elle commence, mais par exemple, même y compris dans les échanges qu'on a entre parquets des ISC ayant une mission juridictionnelle, il y a déjà des échanges naissants qui vont être appelés à ça, c'est encore balbutiant, mais ça va se développer très vite. Oui, bah vous savez qu'il y a des réunions, notamment de l'INTOSA, oui, c'est des problèmes qui sont traités. Je pense qu'il y a pour l'instant personne qui fait une course en tête ou qui est très en avance, je dirais, y compris chez des collègues, voilà, chinois, américains. Mais bon, pour l'instant, on échange. Je pense qu'il y a deux grands domaines de la réflexion. Le premier, c'est un domaine plus technique et technologique, et de vérifier en quoi l'intelligence artificielle, dans quel domaine l'intelligence artificielle pourrait apporter une aide substantielle et une amélioration. Et puis l'autre, c'est un domaine, je dirais, qui est presque philosophique ou de philosophie juridique, quoi. Comment on laisse aller les choses, à quel moment l'intelligence humaine doit intervenir dans le process. Et ça sont voilà, on n'imagine pas qu'on fasse en tout et surtout du contrôle automatique. En conclusion, la transformation numérique a eu lieu au sein de toutes les institutions publiques, ne serait-ce parce que, comme l'a rappelé Mehdi Garsala, nous utilisons tous à minima des ordinateurs. Cependant, le parquet général près la Cour des comptes a développé, en coopérant avec les métiers du numérique, des outils numériques adaptés à ses besoins propres. Certains permettent de centraliser des informations, ce qui peut servir à maintenir la coordination entre parquet général et parquet financier, par exemple, ou à retrouver des éléments permettant à un ASG d'adapter au mieux le sens de ses conclusions sur des rapports produits par la Cour. En outre, la plateforme de signalement permet de resserrer le lien qui existe entre le ministère public et les citoyens soucieux de la commission d'irrégularité financière, ce qui, à mon sens, n'est pas sans rappeler l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose, je cite, « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». D'autres outils permettent, quant à eux, de suivre le circuit d'une affaire contentieuse de manière dématérialisée, ce qui permet de garantir une traçabilité et une vision globale des affaires en cours. En revanche, une limite existe en matière de contentieux financier, c'est l'absence de la signature électronique, qui permettrait de dématérialiser totalement le contentieux financier, ce qui constituerait in fine un gain de temps précieux dans la procédure contentieuse. Le parquet général est aussi assez indirectement le garant de la protection des données s'agissant, par exemple, du droit de communication des juridictions financières, et son rôle à cet égard pourrait bien être amené à évoluer drastiquement. Enfin, il est heureux de constater que nous en sommes encore au balbutiement de l'utilisation de l'IA, qui existe pourtant bel et bien techniquement, mais qui nécessite une grande prudence que les acteurs publics ont bel et bien saisie. En l'état actuel, un prototype répondant à l'exigence incontournable de souveraineté numérique et donc de protection des données est testé afin de vérifier de quelle manière, par ordre de priorité également, les métiers des juridictions financières pourraient l'utiliser à bon escient pour toujours défendre mieux l'ordre public financier qui nous est si cher.